Ce qui a déterminé l'écriture de ce livre, c'est probablement les questions de la fin. Le livre est composé en deux parties inégales, la seconde partie étant, heureusement, je crois, plus courte que la première, et qui est faite des questions que je me pose depuis longtemps sur la relation entre l'universel et le particulier, et aussi sur les raisons pour lesquelles la France s'est montrée si réticente, à la différence de beaucoup d'autres pays, à l'accueil des particularités. Et puis j'ai pensé que ça n'était pas inutile de les éclairer personnellement en revenant à un parcours personnel. Oh, pour tout dire, j'ai eu un mal de chien à écrire ce livre. Pourquoi? Parce que je l'avais, comme je l'ai dit pour commencer, je ne voulais pas du tout faire une autobiographie, et en particulier, je ne voulais pas du tout entrer dans le registre, comment dire, des amitiés et des amours. C'est aussi, je pense, le sentiment, mais je ne sais pas si ce serait partagé par l'assistance. En tout cas, c'est le mien profondément, parce que je crois qu'à 20 ans, on a le sentiment qu'on invente à la fois le monde et aussi sa vie, et que donc ce n'est pas à 20 ans que le passé, que le retour sur l'enfance paraît intéressant, parce qu'on vit exclusivement tourné vers l'avenir, que c'est l'avenir qui compte. En revanche, au fur et à mesure que la longue phrase de la vie se déroule, on se rend compte, je pense, que la part non choisie et non voulue de l'existence pèse plus que l'on avait imaginé. Oui, que la part reçue est probablement plus lourde qu'on avait pensé, plus déterminante, et peut-être aussi plus chère, qu'on y est plus attaché que quand on a 20 ans. Et puis je me suis ingéniée à mettre un peu d'impersonnel dans la première partie, un peu de personnel dans la seconde, enfin d'atténuer le contraste, de mettre des points de surjet ou de crochet, je ne sais pas, un peu partout. Et comme ça m'a paru à peu près possible. Et c'est du reste pourquoi je l'ai appelé Composition française, qui est un titre qui m'a valu quelques difficultés aux éditions Gallimard, qui n'étaient pas enchantées du titre, qui trouvaient que le titre était un peu désuet, à quoi j'ai répondu que j'étais moi-même désormais une personne assez désuète, et d'autre part qui trouvait que c'était un titre cryptique, un peu difficile à comprendre. Et en effet, c'est un titre polysémique. Dans mon esprit, ça évoquait à la fois l'exercice vedette de nos classes de primaire ou même de secondaire. L'exercice vedette de la classe était de faire une belle composition française, et en même temps qui évoquait la manière dont la France s'est composée au terme de très longues sédimentations et en se forgeant à travers des diversités et des particularités que par ailleurs elle a souvent voulu ignorer. Mais enfin, j'aime bien Thibaudet. Thibaudet dit: la France est un vieux pays différencié, ce qui veut dire que c'est une nation plus ethnique que politique, et que c'est une nation qui s'est lentement composée à travers des sédimentations variées, des annexions variées. Au fond, la France s'est composée un peu comme un paysan agrandit son champ lopin après lopin et annexe avec des bonheurs inégaux les différents territoires qui la composent. Mais c'est une définition qui se présente toujours d'une manière un peu défensive, dans la mesure où ce qui domine dans l'esprit des Français, c'est la France, c'est effectivement la France abstraite. Alors pourquoi cette définition a-t-elle triomphé de l'autre? Pour des raisons historiques très variées, très lointaines, pour lesquelles je remonte à la Révolution française, mais en réalité on pourrait remonter encore plus loin,
Et on pourrait remonter sans doute à cette prééminence de la philosophie cartésienne qui veut que le simple soit toujours plus séduisant que le complexe. Mais on peut penser le contraire aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que la France a cette arrogance particulière de draper sa particularité en universalité et de toujours présenter comme universel ce qui est en fait la particularité française. Cela étant, il y a quelque chose qu'il faut tout de même savoir ou dire, c'est que la France est quand même ce pays tout à fait étrange où des députés aux États généraux qui arrivent porteurs des revendications de leur village, de leur bailliage, de leurs pays locaux. Ils arrivent à Versailles pour défendre ce que l'on leur a dit de défendre, c'est-à-dire les privilèges, les particularités locales. Ils sont depuis 4 jours à Versailles, ils ont oublié tout ça. Et ils se mettent à légiférer pour l'humanité tout entière. Il y a quand même quelque chose là moi qui me reste totalement énigmatique. Quand je parle de la vocation universelle de la France avec sérieux et avec admiration, je pense évidemment à la France de 1789. Je ne pense pas du tout, le moins du monde, à la France de 1793. Cela étant, une nation qui écrit sur son drapeau liberté, égalité, fraternité, écrit un certain nombre de principes qui sont effectivement valables pour l'humanité entière. Et c'est du reste pour ça, si vous me permettez cette dernière remarque, que je trouve tout à fait dramatique que on ait ajouté en 1992, quand on a rédigé la Constitution, qu'on ait ajouté cette phrase « la langue de la République française est le français ». Pourquoi ? Parce qu'on met sur la République française une marque qui est une marque ethnique, qui est une marque culturelle, au lieu de mettre sur la République française une marque abstraite et universelle. C'est si vrai d'ailleurs que c'est cette visée universelle qui a servi d'arme à ceux qui étaient privés à l'intérieur même de la France de liberté, d'égalité, d'universalité. Lorsque j'entends mes amis féministes dire que c'est un scandale qu'on ait déclaré l'universalité alors qu'on a privé les femmes du suffrage pendant si longtemps, j'ai toujours une réticence à l'égard de cette critique. Pourquoi ? Parce que l'universel que l'on présentait aux femmes était effectivement un universel qui ne correspondait en rien à la réalité de leur situation, mais c'est cet universel-là qui leur a servi d'arme pour accéder au suffrage. Et on pourrait en dire autant de quantité de choses. Qu'est-ce que c'est que l'universel ? C'est évidemment pas quelque chose qui existe. Il n'y a pas d'égalité universelle, mais c'est quelque chose qui fait mesurer à chacun de nous l'écart qui existe entre la valeur fondamentale et ce qui est. Et quel que soit notre attachement aux particularités, à nos particularités locales, l'amour de l'universalité est ce sur quoi, je crois, nous ne devons pas lâcher. Pourquoi ? Parce que l'amour de l'universel, c'est la croyance dans l'unité du genre humain. Or, chaque fois qu'on renonce à l'idée de l'unité du genre humain, on tombe dans la barbarie, la férocité et la tragédie meurtrière. Il suffit de songer à l'apartheid. Il suffit de songer à la solution finale. D'où ça naît la solution finale, sinon l'idée qu'il n'y a pas une unité de l'humanité et qu'il y a des êtres totalement différents, et encore, même pas qu'ils sont différents, parce que les nazis ne considèrent pas les juifs comme des êtres différents, ils considèrent qu'ils ne sont pas des êtres du tout. Par conséquent, il faut être attentif à ça. La revendication d'universalité, c'est quand même ce qui donne la beauté et la noblesse des projets humains. C'est quelque chose de compliqué pour moi de parler de mon père, parce que mon père meurt quand j'ai 4 ans. Donc c'est l'absent de mon enfance, et on pourrait penser que je n'ai pas grand-chose de personnel à en dire, puisque mon premier souvenir, celui où je nais
à la mémoire d'une certaine façon et à la conscience de moi-même, c'est la scène de son lit de mort où je dois traverser la chambre obscure d'une école de Bretagne et où on me dit va embrasser ton père. Et où le contact entre la joue glaciale de ce jeune homme qui est étendu sur le lit, que je connais bien, qu'en même temps je ne connais plus, qui n'est plus là, qui est là et qui n'est plus là en même temps, c'est ce contact glacial qui est mon premier souvenir d'enfance. Donc c'est un absent. Seulement c'est un absent dont la présence est absolument écrasante. D'abord parce qu'à partir de sa disparition, ma mère entre dans ce que je suis tentée d'appeler la cécité et la surdité du chagrin. Et il ne s'en console jamais. Par ailleurs, la photographie de mon père est sur le buffet. C'est devant cette photographie que se règlent les minuscules incartades de mon enfance, d'enfant sage. Et malgré tout, on me dit, si ton père te voyait, qu'aurait dit ton père, est-ce que tu sais ce que ton père aurait pensé, etc. Et enfin, et probablement surtout, mon père est dans la maison à travers sa bibliothèque, la bibliothèque qu'il m'a léguée, que ma mère me désigne et dans laquelle j'entre très vite parce que je ne fais rien d'autre que lire dans mon enfance, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, tout simplement. Et donc, dans cette bibliothèque, il y a les livraisons de ce petit bulletin qu'il avait créé, qu'il écrivait presque seul, qu'il diffusait, qui occupait entièrement sa vie, et un bulletin qui était destiné à répandre la cause de la langue bretonne dans le milieu probablement le moins fait pour recevoir cette leçon, et qui était le milieu des instituteurs laïcs jacobins. Donc il y avait ces bulletins d'Arfals, et que ma mère me désignait comme l'alpha et l'oméga comment dire, de la pensée équitable ou raisonnable sur la Bretagne, et que j'ai lu très vite. J'ai lu très vite des quantités de choses à quoi je n'ai rien compris, et pourtant qui m'ont profondément marqué. Aller comprendre comment ça peut se faire. Mon père représente quasiment l'inatteignable, le modèle absolu, la légende d'un homme qui n'était pas le moins du monde effleuré par le doute, qui était habité par une sorte de volontarisme historique sans la moindre faiblesse. Aujourd'hui, je suis sûre que l'image est forcée, qu'elle est plus légendaire que réelle, que mon père était un homme plus divisé, plus anxieux. Ma grand-mère qui ne brille pas par le respect pour les hommes en général, et pour la gent masculine, qui est visiblement pour elle le deuxième sexe, le sexe faible. Ma grand-mère a une vénération pour mon père qu'elle exprime en disant qu'après tout, Jean aurait pu être prêtre. Mon père est un personnage totalement atypique, d'abord par sa conversion à l'idée bretonne, parce qu'au fond, il vient d'un milieu de toute petite bourgeoisie haut-bretonne, née à Lamballe, dans un milieu où l'idée bretonne n'a même pas d'existence. Et autre atypie, mon père est un homme qui est un homme de gauche, non pas communiste comme on l'a beaucoup dit, mais disons sympathisant ou compagnon de route, en tout cas admirateur de l'URSS, le malheureux, pour une politique des minorités qui lui paraissait une politique des minorités généreuse en URSS, ce qui est encore évidemment largement à démontrer, alors que à cette époque, on pouvait encore penser que la langue bretonne était plutôt à la fois la défense de la langue bretonne et la défense des particularités et du folklore et de ces choses-là, était entre les deux guerres, je parle d'un temps très lointain évidemment,
était plutôt entre les mains de la droite conservatrice et entre les mains des prêtres, puisque c'est encore à l'Église qu'on pouvait entendre des prêches en breton, et qu'il y avait dans les milieux catholiques un attachement à la langue bretonne, d'ailleurs un attachement un peu suspect, puisque la langue bretonne était surtout vécue comme le rempart, le dernier rempart contre l'impiété, contre les modes de Paris, contre la déliquescence française, contre l'immoralité française. Et donc, il y avait là quelque chose peut-être un peu suspect, mais enfin, la cause du breton paraissait être entre les mains des prêtres, parmi lesquels d'ailleurs mon père avait du coup beaucoup d'amis. Alors tout ça fait un personnage... un mélange étrange, dites-vous. Étrange, oui, oui. Un mélange étrange, un mélange contradictoire et un mélange d'ailleurs conscient. À mon avis, de ces contradictions le prouvent très bien ces annotations qu'il a laissées sur des livres que j'ai toujours dans la bibliothèque, et en particulier sur les ouvrages de Renan. Donc, je suis une enfant incroyablement timorée, je crois, pas le moins du monde rebelle. Je suis aussi une enfant très sage dans la mesure où j'ai aucune occasion de faire des bêtises. Les bêtises m'enchantent quand je les lis dans les livres enfantins. Ça me paraît une véritable merveille. Mais vous savez, quand on va du logement de l'instituteur à la classe, en traversant la cour, sous l'œil de sa mère et des collègues de sa mère, toutes prêtes à pointer la moindre incartade, quand on n'a ni frère ni sœur, pas de copains, qu'est-ce qu'on peut faire comme sottise? C'est pour ça que j'explique que la confession a été pour moi une véritable torture, parce que j'ai jamais su quelle liste de péchés établir, et que j'ai étoffé le plus possible ma liste de péchés par de menues petites choses, sachant que je mentais, mais sans pouvoir dire que j'étais menteuse. Non, voilà ce type d'enfance. C'est quand même pas une enfance qui brille par la rébellion. Comme vous savez tous, les hussards noirs de la République ont été l'objet d'un procès très véhément, qui est un procès de génocide culturel. Autrement dit, les instituteurs auraient été dépêchés dans les campagnes pour, comment dire, oui, pour mettre au point, je ne trouve pas mes mots, mais peu importe, pour mettre au point une entreprise d'éradication volontaire des particularités. Et donc, ils ont été rendus coupables d'un véritable génocide culturel. Je trouve ça excessif. Première chose à remarquer, si vraiment l'État français avait voulu mener une politique, disons, colonisatrice, l'État français aurait expédié des instituteurs corses en Bretagne, des Bretons en Alsace, et ainsi de suite. Or, le recrutement, comme vous savez, des instituteurs était un recrutement étroitement départemental. Il était même si étroitement départemental que c'était toute une affaire d'obtenir ce qu'on appelait son exeat, c'est-à-dire sa mutation pour un département voisin. Autrement dit, tous ces instituteurs étaient dans des relations d'extrême proximité avec le milieu où ils opéraient. Ils étaient très souvent fils, comme vous savez, de paysans. Ils allaient aider à la ferme pendant les vacances. Ils n'avaient pas du tout coupé les liens avec leur milieu d'origine. Deuxième constatation, leur entreprise d'éradication des particularités n'est pas allée jusqu'à leur faire professer une indifférence à l'égard de leurs entours. Les instructions officielles des programmes, et en particulier la Bible, l'ouvrage canonique de l'enseignement, qui était le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, conseillaient vivement aux instituteurs d'aller du proche au lointain, c'est-à-dire de mener leurs jeunes élèves voir le dolmen, voir le château fort, commencer par le terroir.
Il est vrai d'ajouter que c'était plus facile dans des régions où la langue avait, avec la langue française, une proximité évidente, comme c'est le cas en Occitanie, par exemple. Dans le cas du breton, où la langue a par rapport à la langue française une altérité radicale, c'était probablement plus difficile. N'empêche que tous les instituteurs n'ont pas été aussi bornés que les instructions officielles des inspecteurs d'académie ou des inspecteurs primaires les invitaient à être. Mais il est vrai aussi de dire que dans l'échantillon breton que j'ai beaucoup étudié quand avec Jacques nous avons fait le livre sur les instituteurs de la République, il est vrai que c'est dans nos témoignages bretons que c'est montré la réticence ou ce que j'appelle la crispation à l'égard de la langue. Alors, il est clair aussi que la langue paraissait qu'il y avait une sorte de, comment dire, de légende de la langue française qui perdure encore aujourd'hui parce que dans combien de publications de l'Académie française, par exemple, qui proteste chaque fois qu'il est question de la reconnaissance minimale des langues minoritaires. Dans quantité de ces publications, il est question de la langue française comme le miracle absolu de la langue. La langue plus claire que toutes les autres, langue plus riche que toutes les autres, ce que dément n'importe quelle fréquentation d'un dictionnaire français-anglais, où on s'aperçoit que la langue anglaise est incroyablement plus riche en vocables que la langue française. Il suffit d'ailleurs de voir la partie qui est consacrée au français quand on a un dictionnaire double, la partie qui est consacrée au français et la partie qui est consacrée à l'anglais. L'anglais est une langue infiniment plus riche que la langue française. En tout cas, il est vrai de dire que l'enseignement n'a pas été amical à la langue maternelle et que l'idéologie française est toujours aussi peu amicale à cette langue maternelle. Parce qu'il faut bien dire que leur entreprise de francisation de leurs jeunes élèves recevait l'appui, la complicité des parents d'élèves. Et des parents d'élèves qu'on ne va pas non plus incriminer dans la mesure où le breton était la langue subalterne, était la langue de la stagnation, je mets des big guillemets à tout ça, à la campagne, que le français était la langue de la promotion sociale, de l'ascension et de l'accession à la poste, à l'enseignement, au métier où ces ruraux pensaient, à juste titre d'ailleurs, que les enfants auraient moins de mal à vivre, où la vie serait moins lourde. J'ajoute qu'il n'y a pas que la culture de l'école qui travaille à la francisation. Il y a la caserne, il y a le commerce, il y a la ville, et il y a aujourd'hui les médias. J'ai lu sous la plume de M. Régis Debray, avec lequel d'ailleurs je m'en suis entretenue, j'ai lu que la merveille de l'école républicaine était de faire abandonner aux enfants sur le seuil ce que Régis Debray appelle, avec les pincettes des guillemets, la parlure familiale. J'ai lu encore beaucoup plus insultant d'une certaine manière, notre fringant et sémillant directeur de l'Express expliquait que lorsqu'on entre en Bretagne, il faut comprendre qu'on entre sur une terre où il y a un jargon incrusté sur quelques dizaines d'hectares et qu'il était urgent pour se sentir bien en Bretagne d'adopter sans tarder un régime sans celte. Ce qui fait que dans cette question du déclin de la langue bretonne, il n'est même presque pas nécessaire de parler de la répression de la langue bretonne, qui existe bien entendu. Mais vous savez, dans ces domaines, il suffit presque d'attendre. Le temps travaille pour la victoire du français presque autant que la répression. C'est un peu le problème du jardin qu'on n'entretient plus et qui est envahi par la mauvaise herbe qui retourne à la friche.
Vous avez raison, il y a une sorte de renaissance. Alors on peut là-dessus, on peut gloser, il y a beaucoup de raisons. On pourrait peut-être, alors, les souverainistes que je connais, qui ne sont pas forcément mes amis, enfin, j'ai des amis parmi les souverainistes, mais avec lesquels je suis en litige, répondraient que c'est, hélas, dirait-il, l'affaiblissement du modèle national et comment dire, la vitalité du modèle européen qui fait que désormais, il faut bien, entre le modèle européen enfin, il faut un équilibre et que cet équilibre est représenté par le modèle régional et toutes les particularités régionales. Et moi, ce qui me donne encore plus le sentiment de cette résurgence, c'est la tournée que je viens de faire dans les périphéries. J'étais la semaine dernière en Occitanie, à la fois à Montpellier et à Toulouse. Je suis allée à Strasbourg et j'ai été absolument étonnée de la sympathie que le livre provoque dans ces régions et des témoignages qui m'ont été fournis partout de la vitalité et de la résurgence des cultures locales. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans le débat que j'ai eu à Strasbourg, qui était très intéressant avec les Alsaciens, certains d'entre eux m'ont dit « Mais madame, notre région et la vôtre sont tout à fait voisines, nous avons la même histoire. » À quoi j'ai quand même eu j'ai quand même eu un recul. Je leur ai dit « Mais pardonnez-moi, mais je crois que votre histoire est tout de même infiniment plus tragique que la nôtre. Vous avez changé de nationalité 4 fois en si peu de temps, avec quand même des déchirements immenses. Votre histoire est quand même plus tragique que la nôtre. » Oh, mais ils m'ont dit, c'est pas important, c'est que nous nous ressemblons beaucoup. D'ailleurs, entre nous, au fond, il n'y a que la France. Je ne suis pas trop à l'aise au Nouvel Obs, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis allée à Strasbourg samedi, j'ai acheté, je ne l'ai pas acheté, je le reçois. Je reçois le Nouvel Obs, je vois la couverture qui me rend malade, il y a les fesses sur la couverture, avec le rouge à lèvres, et je me dis, furieuse, je me dis, je vais cesser d'écrire dans ce... Pardonnez-moi, hein, je vais être grossière, tant pis. Je vais cesser d'écrire dans ce journal de cul, je ne peux pas. Bon. Je vois que Jean Daniel me consacre son éditorial sous le titre « Mona et Isabelle ». Je tombe par terre presque, parce que j'étais en train de me dire, ce journal n'est pas possible. Et alors, il s'agit d'une comparaison entre, je ne sais pas d'où elle sort, hein, tout à fait, entre Isabelle Adjani et moi. Et donc, en gros, Jean explique qu'on a beaucoup de choses en commun, mais il reste quand même même dans cet article qui est très gentil à mon égard, très généreux à mon égard, il reste qu'il y a un litige entre nous depuis très longtemps. Alors, comment est-ce que je peux rester dans ce journal? Écoutez, s'il fallait vraiment ne fréquenter que nos semblables, absolus, nous ne fréquenterions pas grand monde, je crois. Et d'autant plus que, vous savez, dans certains de ses écrits, il n'est pas très loin de ce que je raconte, parce que le Refuge et la source, qui est un beau livre, je trouve, sur son enfance, et sur algérienne, et sur une enfance aussi qui est quand même très composite, il y a des tas de choses qui ne sont pas très très lointaines par rapport à moi. La seule chose, c'est que voilà, nous avons un différent fondamental, c'est qui est le diagnostic sur l'unité française. Pour lui, l'unité française est fragile. Pour lui, l'unité française est menacée à tout propos d'éclatement et de balkanisation. Je ne crois pas ça une minute. Je ne crois nullement qu'il y ait en Bretagne, qu'il y ait par exemple une majorité en Bretagne pour soutenir un séparatisme. Je ne crois pas le moins du monde non plus qu'il y ait cette majorité en Occitanie pour soutenir pareille revendication. Il peut y avoir des gens, mais je ne crois pas qu'on puisse fonder un mouvement majoritaire là-dessus. Je crois que l'unité française est quelque chose d'extraordinairement résistant. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il n'y a jamais eu, ni en Bretagne, ni en Occitanie, ni nulle part, un véritable combat autour de la langue. Le combat autour de la langue n'a jamais été un combat unifiant. Et donc, je pense qu'il faut vivre avec ce qu'on a. On n'a pas ça, il n'y a pas de tentation. Je ne crois pas, pour tout vous dire, à la tentation centrifuge en France, où que ce soit, ni en Bretagne, ni ailleurs.
je laisserai peut-être de côté le problème de la Corse que je connais mal et qui est probablement plus compliqué. Mais pour le reste, je crois que l'unité française est faite depuis fort longtemps. J'ai lu avec intérêt et attention les ouvrages des écrivains anglo-saxons, par exemple Eugen Weber ou Zeldin, qui disent que l'unité française est une unité extrêmement tardive, qui s'est faite à la fin du XIXe siècle et encore. Moi, j'en crois pas un mot. Et j'en crois pas un mot pour deux raisons. La première raison, c'est que les historiens anglo-saxons qui font ces études, ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur des documents administratifs. Ils travaillent sur les rapports qui remontent vers Paris, des administrateurs locaux dépêchés en Bretagne, au Pays Basque, Dieu sait où. Or, évidemment, les administrateurs locaux, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire? Ils ont intérêt à présenter les pays où ils sont en train d'œuvrer comme des pays arriérés, barbares, sauvages, et que eux, donc, que leur action merveilleuse va civiliser. D'autre part, deuxième argument, je ne suis pas sûre du tout qu'il faut conclure du faible degré d'appartenance à la culture savante à un faible degré de conscience nationale. Ce n'est pas parce que les ruraux bretons étaient probablement très déconcertés par une carte de France. Je le dis à propos de ma grand-mère qui chantait l'émouvante histoire, l'émouvante chanson de l'enfant de Strasbourg qui refusait une aumône à l'officier allemand. Strasbourg sur la carte, je ne lui ai jamais demandé, mais je suis à peu près sûre qu'elle n'aurait pas été très à l'aise pour fixer Strasbourg sur la carte. Elle avait pourtant le sentiment d'être française. Ça m'a toujours fait penser à une enquête qu'avait faite Gruithuisen et qui m'avait paru tout à fait intéressante. Il disait, Gruithuisen à un moment, mais qu'est-ce qu'il faut savoir exactement du dogme chrétien pour se dire et se sentir chrétien? Gruithuisen disait au fond très peu de choses. Et donc, je ne crois pas du tout que la France soit un pays fragile, menacé de balkanisation. Oui, vous dites que sur la question du voile, vous avez évolué. Je n'ai pas très bien saisi. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu en quoi vous avez évolué sur cette question? Oui, vous m'interrogez sur la question qui, pour moi, est la plus opaque, qui reste encore la plus opaque. Je vous explique... J'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Quand a surgi l'affaire du voile, à ce moment-là, il était quand même question de quelques voiles dans quelques écoles. J'avais été très frappée par l'histoire de ces lycéennes de Creil, c'était Creil, oui, de ces lycéennes de Creil qui étaient 3 filles avec des voiles sur la tête et à qui on demandait quels étaient leurs projets d'avenir, et qui répondait « on voudrait être infirmière », ce qui était une manière de ne pas quitter le voile. Et puis aussi qui était quand même assez surprenant parce que c'était donc des filles qui voulaient s'occuper de la souffrance, soigner des hommes, comme soigner des femmes. Donc c'était un peu étrange d'avoir un ostracisme à l'égard de ces filles qui choisissaient quand même des métiers modernes, des métiers qui n'étaient pas, comment dire, marqués par le fanatisme religieux. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment raisonnable de mettre ces filles en permanence, de ne pas les accepter au cours, ou de les renvoyer chez elles sous l'autorité de pères despotiques, de frères vengeurs, enfin, etc. Donc j'étais perplexe. Et d'autre part, j'avais dans l'esprit la manière tout à fait astucieuse dont les législateurs de la Troisième République avaient réglé le problème, quand même un problème à ce moment-là très, comment dire, prégnant, du crucifix à l'école. Jules Ferry et Ferdinand Buisson, qui sont des hommes que j'admire toujours pour leur grande modération, décident que voilà, la loi, ce ne sera pas de crucifix à l'école, mais sont l'auteur de décrets extrêmement nuancés qui indiquent qu'au fond, bon, pourquoi ne pas profiter d'une campagne de barbouille des locaux scolaires
on décroche le crucifix pour permettre aux peintres d'œuvrer, et puis on oublie de le raccrocher. Mais en tout cas, Jules Ferry dit le crucifix, le mieux, c'est de profiter des vacances ou pour le décrocher. Mais, dit Ferdinand Buisson dans ses décrets d'application, si la population s'émeut, si par exemple la population d'un village décide de ne plus envoyer les gosses à l'école laïque parce qu'il n'y a plus de crucifix, eh ben on remet le crucifix. Et au fond, on comprend très bien pourquoi. Mieux vaut recevoir l'enseignement historique et civique sous un crucifix que de n'en pas recevoir du tout. Que ces filles voilées apprennent l'histoire de France et reçoivent un enseignement civique tout en étant voilées, tant mieux, pourquoi pas. Et par ailleurs, je trouvais aussi que l'école publique française avait un doute sur elle-même, manifestait une curieuse, une curieuse incertitude sur la force de son propre enseignement. Et donc j'avais été primitivement d'accord avec, je dois dire, j'avais été tout à fait d'accord avec la jurisprudence Jospin. J'avais même fait une émission où je m'étais empoignée avec Alain Finkielkraut à ce sujet, qui était tout à fait hostile, évidemment, à cette position. Et j'avais défendu l'idée que c'était au plus près du terrain, que c'était le proviseur, les professeurs aussi, qui pouvaient déterminer si le voile porté par les jeunes filles était un voile prosélyte, un voile propagandiste, ou simplement le voile qu'elles étaient tenues de porter. Et par ailleurs, j'avais été incroyablement influencée par une de mes amies qui était censeur à l'époque dans le 9-3, comme on dit, et qui m'avait dit que le foulard, parce que naturellement les adversaires disent le voile, sinon la burqa, mais enfin, il faut avoir raison garder, le foulard des filles était comment dire, je trouve pas mon mot, pas en consonance, mais en relation totalement étroite avec le chômage des pères, m'avait-elle dit. Quand les pères sont au chômage, les filles viennent avec le foulard sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pères surveillent les départs à l'école, les retours de l'école, que ce sont eux qui imposent le foulard, et je me disais que c'était quand même un comble pour ces jeunes filles en proie au despotisme paternel, d'être en plus mises à l'écart, expédiées en permanence pour ne pas assister aux cours. Je trouvais que c'était quand même un peu lourd. Et donc c'est ça qui m'avait au départ mise dans le camp de ceux que les adversaires appelaient les croisés du Tchador, ce qui était quand même énorme. Sinon, les partisans de l'étoile jaune, car j'ai vu ça aussi, ce qui m'avait paru particulièrement saumâtre. Et puis, la chose a un peu évolué parce que j'ai lu les rapports de la commission Stasi, j'ai vu à quel point la situation s'était dégradée dans beaucoup d'établissements, j'ai vu à quel point il était difficile à un professeur d'histoire, par exemple, d'aborder dans certains collèges l'histoire de la Shoah. J'ai un ami qui est un copain, qui est un professeur d'histoire épatant et qui est très aimé de ses élèves. Et quand il essaie d'expliquer la Shoah, la solution finale, etc., les gamins lui disent « Ah non, monsieur, quand même pas vous. Ah non, pas vous, sympa comme vous êtes, vous n'allez pas croire à ça. » Bon, ce genre de situation, en me rendant compte que la situation s'était beaucoup dégradée sur le terrain, en me rendant compte aussi que pour les proviseurs, c'était une sorte de sécurité d'être protégés par la loi, de n'avoir pas à décider eux-mêmes de l'interdiction, de la tolérance, en me rendant compte de la situation incroyablement dégradée dans les hôpitaux, avec ces refus de soins pour une femme musulmane de la part d'un homme, etc., je me suis dit que probablement il n'était plus possible de camper sur la jurisprudence de départ. Je pense que dans l'affaire a quand même continué à jouer l'allergie française à la particularité et à la diversité. Je pense que ça a continué à jouer
Mais voilà, là-dessus, je suis devenue perplexe et hésitante, mais je n'ai pas profondément tranché. Mais j'ai cherché longtemps une maison en Bretagne, mais je dois dire, enfin là on entre dans le domaine de l'intime, pardonnez-moi, mais je dois dire que les ambitions de mon mari en matière de maison bretonne étaient extraordinaires parce qu'il avait envie d'une maison ancienne, éventuellement volontiers un petit manoir, mais un petit manoir qui ouvre sur un port et d'où on puisse voir les bateaux rentrer et sortir, qui soit entouré d'un jardin clos de murs avec beaucoup d'hortensias. Et je dois dire que moi, je suis d'accord avec ce modèle qui me va très bien, mais qui était quand même un peu, comment dire, au-delà de nos capacités financières. Nous avons fini, Jacques et moi, par acheter une maison ailleurs, mais je le regrette profondément. Lui aussi, du reste, parce que tout Normand. Et donc, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la mésalliance absolue, c'est d'épouser un Normand pour une Bretonne, évidemment. Mais il était né sur le granit du Cotentin, ce qui atténue la mésalliance, à mes yeux du moins. Et donc, voilà, les hasards de la vie ont fait que je n'ai pas de maison en Bretagne, mais oui, je le regrette profondément. Et je regrette surtout le modèle idéal que Jacques avait dans l'esprit. Ce qui le fait de pouvoir